Alors, premier point donc, les cinq sens et les affects. Les cinq sens et les affects. Alors, ça fait intervenir une dimension que quelquefois on a tendance à occulter, ou en tout cas avec laquelle on n'est peut-être pas toujours, je dirais, bien en phase. Ça fait intervenir notre corps. C'est-à-dire que, en effet, les sens, c'est d'abord, en effet, les sens, les cinq sens, hein, qui font appel aux organes des sens, et qui font que, par notre corps, nous entrons en relation avec les autres choses, avec d'autres corps d'ailleurs, hein, au sens très général du terme, hein, les objets matériels, et puis avec aussi notre propre corps. Hein, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les sensations kinesthésiques, hein, c'est-à-dire les sensations justement, les sens internes, hein, fort heureusement d'ailleurs, parce que il n'y a rien de plus terrible, hein, il y a des gens qui souffrent de cette maladie qui est de rien sentir. C'est terrible, hein, parce que ce sont des gens qui sont exposés à tous les dangers. Hein, ils peuvent prendre un truc, un fer rouge, ils se brûlent tout le temps, ils se cognent tout le temps, ils sont pleins de... Donc c'est très très handicapant de ne rien sentir. Très handicapant de ne pas sentir la douleur, par exemple. La douleur, n'est pas forcément négative. La douleur peut avoir un rôle positif. Donc l'essence, c'est ce qui nous relie au monde extérieur, mais ce qui nous relie aussi à nous-mêmes. Par ces sensations, justement, internes, qui font que nous sentons notre corps, et qui font que, aussi, nous sommes, par rapport à notre corps, alors, l'essence, c'est ce qui nous permet de percevoir notre corps en tant que corps, ce qu'on appelle le corps propre. Hein, qu'est-ce que c'est? Alors, on distingue en psychologie, aussi en phénoménologie, la différence entre ce qu'on va appeler le corps objet et le corps propre, mais aussi on peut dire le corps sujet, si vous voulez. Le corps objet, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, je dirais, le corps humain envisagé d'un point de vue purement anatomique. Hein, c'est-à-dire un corps abstrait, finalement. Hein, c'est-à-dire un corps qui n'est pas ressenti, un corps qui n'est perçu que comme extérieur. Ça, c'est ce qu'on va appeler le corps objet. Et puis, le corps propre, c'est le corps vécu. Hein, le corps que je ressens. Le corps qui est mon corps. Et l'essence, c'est justement ce qui va me permettre de vivre mon corps en tant que corps propre. De vivre mon corps en tant que corps propre et de vivre ce corps justement en relation avec d'autres corps. Le corps matériel, hein, on entend par corps des choses matérielles, quelles qu'elles soient, et pas forcément des corps humains. Donc, ce corps fait, c'est l'essence, c'est ce qui fait que je me perçois à la fois, et de manière quasiment indifférenciée, comme, je dirais, comme sujet et comme objet. Hein. Et il y a une expérience que fait Merleau-Ponty dans un ouvrage qui s'intitule L'œil et l'esprit. Il dit par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je me touche la main? Il dit, quand je me touche la main, ben, je suis à la fois touchant et touché. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est touchant, qu'est-ce qui est touché. Hein, et quand je touche un autre objet, bon, ben, en effet, je fais la différence, parce que je ne ressens pas ce que... Si l'objet ressentait quelque chose, quand je serre la main de quelqu'un, je ne ressens pas ce que l'autre ressent quand je lui serre la main. Bon. Mais quand je me serre ma propre main, ben, je suis les deux. Et je ne peux pas dire, c'est cette main-là qui touche et c'est l'autre qui est touché. C'est pas vrai. Non, elles sont toutes les deux en même temps touchantes et touchées. Hein. Je vais vous dire ce qu'écrit rapidement, ce qu'écrit Merleau-Ponty. Il dit, un corps humain est là, entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre un œil et l'autre, entre la main et la main, se fait une sorte de recroisement quand s'allume l'étincelle du sentant sensible. Hein, je suis à la fois sentant et sensible. Et donc, c'est peut-être d'abord par les sens, on peut dire, que finalement, le monde extérieur, mon propre corps, la relation de mon corps au monde, prend sens. Prend sens. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que je vais entrer en contact avec le réel et
prendre conscience de toute sa richesse. Prendre conscience de toute la richesse du réel et être capable d'ailleurs même de faire une synthèse de tout ce que je ressens. Hein, dans notre vécu quotidien, dans notre vécu concret, on ne fait pas de différence entre ce qu'on touche, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent au niveau olfactif, au niveau... Tout ça fait un ensemble. Tout ça fait un ensemble qui est notre relation au monde et qui, déjà, on peut dire, fait un peu sens, d'autant plus que à cette sensibilité vraiment corporelle, on va s'ajouter le rapport à l'autre, c'est-à-dire le rapport à d'autres êtres sensibles, et conscients qu'ils sont sensibles, conscients qu'ils ressentent des choses. C'est-à-dire qu'en effet, je vais percevoir le corps de l'autre, mais quand je perçois le corps d'un autre être humain, je ne perçois pas simplement autre chose que moi. Fort heureusement. Hein, c'est-à-dire que quand je perçois ça, je perçois un objet. Bon, ça, c'est autre chose que moi. Je ne vais pas dire que ça, c'est autrui. Bon, alors, c'est que j'ai un problème. Mais, en revanche, quand je perçois un autre être humain, là, je perçois un être qui me perçoit. J'ai conscience d'une autre conscience. Et ça crée, alors, employer un terme un petit peu technique et un petit peu spécifique à la philosophie et à cette partie de la philosophie qu'on appelle la phénoménologie, pour parler un peu barbare. Donc, la phénoménologie, pour dire les choses simplement, c'est ce qu'on appelle la science des phénomènes, hein, tout simplement, comme son nom l'indique. Et qu'est-ce que c'est qu'un phénomène? C'est justement ce dont j'ai conscience, ce que je perçois. Hein, et la phénoménologie, c'est cette discipline philosophique qui essaie de décrire, hein, on est vraiment dans la description, notre rapport au monde, la manière dont nous prenons conscience des choses. Donc, justement, dont nous entrons en relation avec les phénomènes. Et en phénoménologie, il y a un terme qui est utilisé, qui est le terme d'intersubjectivité. Alors, pareil, ce genre de mot un peu compliqué, il suffit de le décortiquer pour le comprendre. Inter, entre, subjectivité, sujet. Donc, intersubjectivité, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui se passe entre des sujets. Entre des sujets, c'est-à-dire qu'on entend par sujet, c'est-à-dire des êtres humains conscients d'eux-mêmes, qui sont capables de percevoir le monde et d'en prendre conscience. Et donc, l'intersubjectivité, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de réseau qui s'établit entre des sujets conscients d'eux-mêmes, qui se perçoivent les uns les autres, qui entrent en relation les uns avec les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'élaboration du sens. Ce qui est fondamental dans l'élaboration du sens. C'est-à-dire que, on aura l'occasion d'en reparler, mais le fait que l'autre me perçoive et que je perçoive l'autre, c'est aussi déjà un élément qui donne sens à mon existence, qui donne de la valeur à mon existence. Hein, rien de plus désagréable, par exemple, pour rentrer dans une pièce, hein, et puis vous avez l'impression d'être une chaise. Un meuble, personne ne vous dit bonjour, on ne parle pas, on ne vous dit rien, etc. On a besoin d'être transparent. Ça peut arriver, hein, avec des gens pas très sympathiques. Bon, là, on a l'impression quand même que notre existence n'a pas de sens. Ça n'a de sens pour personne. Dès qu'on commence à établir une relation avec un autre, on se dit bonjour, la politesse, c'est ça le rôle de la politesse. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est poli les uns avec les autres? Si on se dit bonjour, si on parle de la pluie et du beau temps, quand on arrive au travail le matin, en général, c'est de ça qu'on parle. Hein, t'as vu le temps qu'il fait, il fait chaud, il fait froid, il fait beau, c'est pas beau. Bon, ça n'a aucun intérêt, dans un certain sens. On pourrait parler de toute autre chose. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas ce dont on parle qui compte. Hein. Un image de foot ou n'importe quoi. C'est pas ce dont on parle qui compte. C'est qu'on se parle. C'est qu'on se parle, qu'on crée un lien, et là, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle à l'autre? On lui dit, voilà, tu existes, je te signifie que tu existes, et que ton existence ne m'est pas indifférente. Et ça, c'est quand même important. Que c'est la gueule pas terrible.
Donc ça, c'est déjà le premier point sur lequel il faut insister, c'est ce fait que l'essence, au sens vraiment plus élémentaire du terme, eh bien, contribue à donner du sens. Alors, ensuite, deuxième approche, mais qui n'est pas complètement étrangère à la première. Donc, puisque l'essence nous relie aux autres, puisque l'essence nous relie à nous-mêmes, nous relie au monde, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir s'engager dans le monde? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir s'engager dans le monde? C'est ce qui fait qu'on va pouvoir se projeter dans le monde. Et c'est là que la notion de sens, eh bien, elle peut aussi se décliner en termes de direction. Le sens, en effet, c'est également la direction, c'est l'orientation qu'on va donner à son existence. Le sens, c'est l'orientation qu'on va donner à son existence, c'est les objectifs qu'on va poursuivre. Quand on n'a pas d'objectif, ben on a l'impression que notre existence n'a plus de sens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui va vous prendre des semaines, des mois, voire des années, hein, et puis, une fois qu'il est réalisé, vous avez terminé, vous êtes content, tout s'est bien passé, tout cela, il y a un moment, qui était souvent un moment assez difficile à passer, où ben, on n'a pas encore décidé d'un nouveau projet. Donc c'est un moment où on a l'impression que l'existence est vide, ça n'a plus de sens. Alors moi, c'est ce qui m'était arrivé, donc, quand j'avais, après avoir soutenu ma thèse, donc j'ai travaillé pendant 3 ans, ça a été obsessionnel, on fait que ça, on travaille, hein. On n'a qu'une envie, on sait ce que c'est. Un exemple obsessionnel, obsessionnel pour certains. Bon, et puis arrive le jour où on doit soutenir devant le jury, et là on est, bon, le stress, tout ça, bon c'est bon. On soutient, tout se passe bien, ça se passe très bien. Son directeur de thèse. Voilà. Donc tout se passe très bien. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, on est heureux. Bon, alors après évidemment on boit un coup, tout ça, c'est important quand même. L'essence là. Et le lendemain, ça va encore à peu près, parce qu'on est encore sous le. Et puis 2-3 jours après, le vide. Donc, parce qu'on se dit, ben, maintenant, alors évidemment, il y a toujours les vies quotidiennes, hein, il y a toujours le travail, ces choses-là, mais on n'a plus ce truc qui nous a donné un sens à notre existence extraordinaire pendant toute cette période. Là, il faut vite trouver autre chose. Sinon, il y a même des gens qui dépriment après ce genre de situation. Parce que justement, d'un seul coup, il n'y a plus ce moyen de donner une direction, de se projeter dans l'existence. Et d'ailleurs, se projeter, hein, c'est véritablement le terme qu'emploie par exemple Sartre, hein, qui utilise tout ce terme pour parler de l'engagement. Justement, Sartre, c'est le philosophe de l'engagement, politique, etc., et qui, justement, définit l'existence humaine comme projet. Qu'est-ce que c'est que d'exister pour un être humain? C'est toujours se projeter dans le monde. Parce que, justement, alors ça c'est la thèse sartrienne, qui dit que pour l'homme, l'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi l'existence précède l'essence? Ça veut dire ce que je suis n'est pas défini à l'avance. Ce que je suis n'est pas défini à l'avance. J'existe, j'arrive au monde, comme ça. Je suis dans le monde, je suis plongé, jeté dans le monde. Bien. Et ben, mon existence en elle-même n'a pas de sens. Mon existence en elle-même n'a pas de sens. Ce que je suis n'est pas défini à l'avance. Évidemment, ce qui est défini à l'avance, c'est les conditions de mon existence. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir mon milieu social, je ne vais pas choisir l'époque à laquelle je vais naître, je ne vais pas choisir la culture dans laquelle je vais naître, je ne vais pas choisir d'être en mauvaise ou en bonne santé, etc. Mais la manière dont je vais vivre cette condition, elle ne dépend que de moi. Elle ne dépend que de moi, et c'est là justement que je vais devoir me projeter. Hein, c'est-à-dire justement m'engager dans une certaine manière de concevoir mon existence. Donc, l'existence ne prend sens
qu'à partir du moment où je la conçois comme projet. Alors, bien entendu, ça ne suffit pas pour autant dire qu'on doit toujours concevoir son existence comme projet. On pourrait dire, ben, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit toujours dans l'avenir et on ne jouit jamais du présent. On pourrait le considérer comme ça aussi. Une espèce de fuite en avant qui ferait que finalement, ce qui aurait du sens, c'est ce qui n'est pas encore, et que ce qui est n'a pas vraiment de sens, ou n'a de sens qu'à par rapport à ce qui n'est pas encore. Alors, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que ça nécessite une certaine réflexion sur ce que c'est aussi que le présent. C'est-à-dire que, en effet, c'est par rapport à ce que je vais faire que mon existence prend sens, mais le présent prend sens aussi, justement, par rapport à cet avis. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le présent, c'est pas l'instant. L'instant, ça n'existe pas. Je veux dire, un instant, il n'arrivera jamais. Il est toujours déjà passé, l'instant. Le présent, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bergson, le présent, c'est de la durée. Le présent, c'est de la durée. Le présent, c'est justement... Alors là, à nouveau, on est dans le lien. Le présent, c'est ce qui va relier le passé et l'avenir. C'est-à-dire que le présent, si vous voulez, c'est un peu des tranches dans notre existence. Dans une journée, par exemple, eh bien, c'est des tranches de moments présents. C'est-à-dire que j'accomplis une tâche, eh bien, quand je suis dans la tâche que je suis en train de faire, quand je suis dans l'action que je suis en train d'accomplir, je suis présent à cette tâche. C'est-à-dire que, en effet, je relie sans rupture ce que je viens de faire à ce que je vais faire. Quand je tiens un discours que je suis en train de faire en ce moment, eh bien, je suis présent à mon discours parce que chaque phrase que je prononce, elle est en lien avec ce que je viens de dire et elle est tout de suite anticipation sur ce que je vais dire. Et c'est un présent qui se prolonge en quelque sorte. Ce n'est pas un présent au sens de l'instant. C'est pour ça que personne dit qu'il ne faut pas, pour bien comprendre ce que c'est que le temps, il ne faut pas le représenter comme si c'était de l'espace. Il dit le problème de l'intelligence humaine, c'est qu'elle pense tout en termes d'espace, en termes de relations entre des volumes, des formes spatiales. Et la représentation qu'on se fait la plupart du temps, c'est d'une ligne, d'un cycle, quelquefois. On va penser le temps cyclique. Mais c'est toujours une représentation spatiale, et on a tendance à assimiler l'instant et le point géométrique. Mais il dit, dans la réalité, concrètement, c'est pas comme ça que ça se passe. Concrètement, des instants, il n'y en a pas. Concrètement, il y a du présent qui dure. Et donc, concevoir son existence comme projet, c'est justement s'inscrire dans ce présent qui dure. Et c'est aussi ce qui donne sens à notre existence. Donc, c'est d'ailleurs donc cette conscience que nous avons du présent fait que nous relions le passé et le futur pour construire le présent. On peut dire les choses, pour résumer, on peut dire comme ça. Nous pouvons donner du sens au présent, c'est justement parce que nous sommes en mesure de lier le passé et le futur pour construire ce présent. Et donc, tout ça fait que chacun de nos actes est signifiant. Chacun de nos actes est signifiant. Et donc là, on va arriver à la troisième et dernière acception du terme de sens, puisque, justement, chacun de nos actes est un signifiant qui renvoie à un signifié dont la présence est à venir. Donc, troisième approche, le sens comme signification. Alors, le sens comme signification, c'est à relier aussi à une peut-être des capacités propres de l'esprit humain, qui est cette capacité de pouvoir justement rendre présent ce qui est absent. Capacité de pouvoir rendre présent
ce qui est absent, être capable de relier présence et absence pour faire sens. Hein, c'est, par exemple, ce qu'en psychologie on appelle la fonction symbolique chez l'enfant, hein, la capacité que l'enfant a justement de rendre présent, quand cette fonction se met en place, c'est là que l'enfant, par exemple, peut commencer à parler. Et elle se met en place, par exemple, quand il est capable d'utiliser un objet pour jouer. Hein, il va prendre ça, puis il va faire comme si c'était une petite voiture. Bon, c'est-à-dire qu'il en fait un symbole. Il rend présent quelque chose qui est absent par le biais du symbole. Donc, cette capacité de rendre présent ce qui est absent permet aussi de donner du sens à notre existence. Un exemple, toujours justement en relation avec l'idée de projet, quand je fabrique quelque chose, par exemple. Quand je fabrique quelque chose, en fait, l'objet que je fabrique, au départ, il n'est pas présent, il est absent. Il est absent, mais en même temps, l'action que je vais accomplir, elle a pour finalité de le rendre présent, de faire que cette absence devienne une présence. Et c'est justement ça qui va donner sens à mon action. Le fait de contribuer à rendre présent quelque chose qui, au départ, est absent ou n'est présent que sous forme de projet en mon esprit. Et ça, on va voir, ça va nous mettre en rapport, par exemple, avec la question du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Eh bien, c'est toujours la réalisation d'un projet, c'est toujours l'extériorisation de ce qui est d'abord une idée. On regarde autour de nous, tout ce qu'on voit autour de nous, ce sont des produits du travail humain, et avant d'avoir été matérialisé, avant que le travail humain ait donné forme à une matière, eh bien, la forme, elle a d'abord été pensée. C'est-à-dire que tout travail, c'est l'extériorisation de quelque chose qui est d'abord intérieur, qui est d'abord une construction de l'esprit. Donc c'est cette capacité de rendre présent ce qui est absent qui, par exemple, est le propre du langage humain. Parler, c'est toujours réussir à rendre présent. Vous parlez de quelqu'un qui n'est pas là, vous rendez présent une absence, en quelque sorte. Et alors ça, c'est très important aussi parce que c'est la question du langage. En effet, l'homme est un être en quête de sens, je disais. C'est un être en quête de sens aussi parce que c'est quand même le seul être qui parle. Qui utilise un langage articulé, un langage constitué de signes qui ne sont pas totalement naturels, qui sont des signes arbitraires, parce qu'il y a plusieurs langues possibles. Le fait de parler, ça joue un grand rôle dans le sens que nous pouvons aussi donner à notre existence. Le fait de parler, ça joue un grand rôle dans le sens que nous pouvons donner à notre existence parce que ça nous permet de nous raconter. Ça nous permet de nous raconter. C'est très important de se raconter. Parce qu'en effet, c'est ce qui nous permet de constituer notre identité. C'est ce qui nous permet de constituer notre identité parce que si on y réfléchit bien, si on fait un petit peu un flashback sur ce qu'on a vécu auparavant, si par exemple je regarde celui que j'étais quand j'avais 15 ans, j'ai quand même pas mal changé. Mais en même temps, je suis le même. Qu'est-ce qui fait que justement je suis le même que celui que j'étais quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune adulte, quand je suis devenu père de famille, actuellement, etc. C'est que je suis capable d'être le sujet du récit de ma propre existence. C'est-à-dire que je suis capable, par le discours, de faire le lien entre ce que j'étais quand j'étais enfant, quand je suis, etc.
c'est cette capacité à relier toujours, cette idée de lien, cette idée de relation. Cette capacité que j'ai à relier tous les moments de mon existence, aller raconter, à faire le récit de ma propre vie, qui unifie finalement des moments qui peuvent sembler complètement hétérogènes les uns aux autres. Hein, je peux avoir changé d'opinion politique, de conception de la vie, je peux avoir changé de métier, je peux avoir vécu des moments difficiles, etc. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le récit a cette vertu justement de pouvoir redonner du sens à l'existence quand les gens traversent des situations de rupture, par exemple, des situations extrêmement difficiles. Hein, par exemple, la maladie, rupture au niveau sentimental, au niveau conjugal, etc. Des choses qui vous tombent dessus alors qu'on ne s'y attend pas. Et là, en effet, on a l'impression que, justement, le lien ne se fait pas. Il y a cassure, il y a rupture, le lien ne se fait pas. On a l'impression que ça n'a plus de sens, tout ça. Et une des solutions pour aider les personnes à donner du sens à leur existence malgré ces événements absurdes qui leur tombent dessus, c'est de les faire se raconter. C'est de les faire se raconter, c'est-à-dire c'est de les faire justement établir des liens entre eux, d'intégrer ces trucs qui nous viennent de l'extérieur et qui nous tombent dessus sans qu'on s'y attende et qui en général nous font très mal, les intégrer dans notre existence pour justement et peut-être d'ailleurs mieux ensuite pas les maîtriser, mais en tout cas mieux répondre à ce qui nous arrive. Donc, sens, donc, on récapitule, les sens nous relient au monde, ce lien avec le monde nous permet de nous orienter dans le monde, cette orientation dans le monde, elle se fait sous la forme d'un projet, c'est-à-dire une démarche qui nous permet de rendre signifiant quelque chose, c'est-à-dire de rendre présent ce qui est absent, d'établir du lien. Et c'est aussi d'ailleurs, pour en revenir au langage, c'est aussi par les mots que je vais construire, élaborer des projets. Hein, quand on élabore un projet, eh bien, ça peut être une très bonne chose, en effet, que de le formuler oralement, par écrit, et puis si c'est un projet collectif, eh bien, c'est bien aussi justement de pouvoir échanger sur ce projet, le construire, et le construire à partir d'un discours. On va essayer de construire un discours commun. Tout ça, justement, pour trouver une réponse à cette question. La question du sens, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je fais quelque chose? Dans quel but? Pour dire quoi? Pour signifier quoi? Toujours cette question du sens. Alors, qu'est-ce qui fait que, justement, nous avons besoin de donner du sens?